Mars 2007. Dans les collines tranquilles d'Aguascalientes au Mexique, un ouvrier de vignoble force l'ouverture d'un vieux tonneau scellé. Ce qui s'en échappe n'est pas seulement l'arôme du vin vieilli, mais un secret enfoui depuis 13 longues années. Un secret lié à la mystérieuse disparition d'un détective en 1994. Si vous aimez les histoires vraies, de mystères, racontées pas à pas, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à No Trace pour ne manquer aucune vérité qui mérite d'être révélée. Introduction. En 1994, le détective Raúl Mendoza Vargas était l'un des officiers les plus respectés de la police judiciaire de l'État d'Aguascalientes. Réputé pour son intégrité et sa persévérance, il enquêtait sur un réseau de blanchiment d'argent lié au cartel. Un jour de mars, il disparut sans laisser la moindre trace. Pendant 13 ans, sa famille vécut dans l'angoisse et le silence, jusqu'à ce qu'une découverte inattendue rouvre le dossier et mette au jour un réseau de corruption bien plus vaste que quiconque ne l'imaginait. Un tonneau inhabituel. Ce jour-là, Joaquín Herrera avait pour mission de nettoyer une section oubliée de l'entrepôt de la cave San Rafael. La poussière recouvrait chaque recoin comme une épaisse couverture. Mais en arrivant au tonneau numéro 47, quelque chose attira son attention. Il était plus lourd que les autres. Son couvercle n'était pas fixé avec le soin d'un tonnelier, mais grossièrement soudé comme à la hâte, ou avec la peur que l'on découvre son contenu. « Patron, ce tonneau, il y a quelque chose de bizarre, dit-il à Don Ramiro Vasquez, le propriétaire du vignoble. » Ramiro fronça les sourcils. Quand est-il arrivé ici? Joaquín consulta le registre taché de vin. Mars 1994. Mais aucun fournisseur, ni détail sur le contenu. Ouvrir le passé. Ramiro ne supportait pas les mystères dans son entrepôt. « Ouvrez-le », ordonna-t-il. L'outil de découpe lança des gerbes d'étincelles orangées dans la pénombre. Un parfum sucré de vin se mêla soudain à une odeur fétide insoutenable. Quand le couvercle céda, une bouffée d'air vicié emplit la pièce. À l'intérieur, enveloppé dans du plastique noir, se trouvaient des restes humains. Parmi les vêtements décomposés, un éclat métallique attira l'œil de Ramiro. Il se pencha et lut les mots gravés. « Détective Raúl Mendoza Vargas. Appelez la police, Joaquín. Ne touche à rien. Appelle la police », ordonna Ramiro. Moins de 30 minutes plus tard, la commandante Patricia Ruiz arriva avec 2 agents et le médecin légiste de l'État, le docteur Alberto Campos. En 15 ans de carrière en homicide, Ruiz n'avait jamais affronté quelque chose d'aussi personnel, un collègue disparu depuis plus d'une décennie. Campos examina les restes. Vu l'état de décomposition et les conditions à l'intérieur du tonneau, il est ici depuis plus de 10 ans. La plaque confirmait l'identité. La blessure au crâne confirma le crime, un traumatisme crânien sévère, un reçu oublié. Alors que les experts poursuivaient leur travail, Joaquín s'approcha de Ruiz avec un document. « Commandante, j'ai trouvé ça dans le bureau. » C'était une facture datée du 15 mars 1994, stockage spécial de tonneaux, payé en espèces, client Mario Salinas. Ramiro reconnut immédiatement le nom. C'était mon comptable pendant des années. Il a quitté son poste brusquement en 94, juste après cette date, le magnétophone. Avant de partir, un détecteur de métaux bipait à nouveau à l'intérieur du tonneau. Enveloppé dans du plastique, un petit magnétophone à cassette, étonnamment intact. Ruiz le prit dans ses mains. Ceci pourrait être la clé de toute l'affaire. La cassette. De retour au siège de la police de l'État d'Aguascalientes, la commandante Patricia Ruiz posa le magnétophone sur son bureau. L'appareil était sale, mais semblait encore fonctionnel. Elle inséra la cassette, appuya sur lecture et s'adossa à sa chaise.
un souffle statique emplit la pièce. Puis une voix familière. Le témoignage d'un disparu, c'était Raúl Mendoza lui-même, parlant d'un ton ferme mais teinté d'urgence. Jour 27 de surveillance. Cible Mario Salinas, suspecté de blanchir des fonds du cartel via des vignobles locaux. Aujourd'hui, il a rencontré 2 hommes, l'un identifié comme licenciado, l'autre inconnu. Des bruits de pas et des murmures se firent entendre, puis la voix de Mendoza reprit. « On m'a averti d'abandonner l'affaire. Ce n'arrivera pas. Si quelque chose m'arrive, les noms sont dans mon casier au commissariat. » Un clic sec marqua la fin de l'enregistrement. Ruiz resta figé. Cet enregistrement datait de quelques jours avant la disparition de Mendoza, et il confirmait qu'il enquêtait sur le même homme, mentionné sur le reçu trouvé dans le tonneau. Rouvrir un dossier fermé, Ruiz demanda le dossier original de la disparition de Mendoza. Ce qu'elle trouva la mit en colère, un rapport sommaire, aucune piste sérieuse, aucun suspect nommé. Comme si on avait voulu classer l'affaire dès le départ. Mais un détail retint son attention. La clé du casier de Mendoza n'avait jamais été restituée. Le casier 22. Dans la salle des scellés, Ruiz trouva le casier Neriro 22. À l'intérieur, une chemise cartonnée marquée d'un S, des photos de Mario Salinas avec des hommes liés au cartel de Cardenas, une liste de dates et de montants de transactions. Sur l'une des photos, Salinas serrait la main à un sous-chef de police toujours en poste. Suivre la piste. L'adresse enregistrée pour Salinas menait à une maison à l'extérieur de la ville. Portail rouillé, volet fermé. Un voisin déclara que Salinas avait déménagé à Guadalajara il y a de nombreuses années. Un lien inattendu. À Guadalajara, la police locale confirma que Salinas possédait une petite société d'import-export, mais qu'il passait le plus clair de son temps dans un ranch privé protégé par d'anciens policiers armés. Un indice en arrière-plan. Cette nuit-là, Ruiz réécouta la cassette. En arrière-plan, elle capta un détail, une publicité radio, annonçant un meeting politique pour la course au poste de gouverneur. La date correspondait exactement à l'une des transactions notées dans le dossier de Mendoza. Si elle pouvait relier les déplacements de Salinas à cet événement et à la disparition de Mendoza, elle tiendrait enfin une preuve solide. Opérée dans l'ombre, Ruiz savait qu'elle ne pouvait pas en parler à n'importe qui. Trop de noms sur la liste occupaient encore des postes puissants. Elle constitua une petite équipe de confiance absolue. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de résoudre un cold case. Il s'agissait de rester en vie. Observation nocturne. 2 nuits plus tard, la commandante Patricia Ruiz et son équipe réduite prirent position sur une colline, surplombant le ranch, où, selon les informations, se cachait Mario Salinas. À travers leurs jumelles, ils virent une clôture haute des projecteurs puissants et au moins 4 hommes armés en patrouille. Ce n'était pas une simple propriété rurale. C'était une forteresse. L'agent Luis Trovigno, observant avec des jumelles à vision nocturne, murmura « C'est de la sécurité de cartel, et 2 des gardes, ce sont d'anciens policiers. » La livraison suspecte. Peu après minuit, une camionnette noire arriva par l'entrée arrière. 2 hommes déchargèrent de lourdes caisses, l'une portant le logo d'une cave à vin, le même que celui lié à l'enquête de Mendoza en 1914. Ruiz photographia la scène à distance, consciente que ces caisses pouvaient contenir les preuves que Mendoza avait cherchées et pour lesquelles il avait été tué. L'informateur. De retour à Aguascalientes, Ruiz contacta un ancien employé de vignoble, Javier El Chino Morales, qui avait travaillé occasionnellement pour Salinas. Dans un café sombre, Javier se pencha vers elle. « Hey, ces caisses, ce n'est pas du vin. C'est de l'argent des liasses entières,
prêtes à partir vers le nord. Quand Ruiz lui demanda à propos de Mendoza, Javier baissa la voix. « J'ai entendu dire qu'ils l'avaient amené ici, battu. Il savait trop de choses. Et après, plus rien. » L'infiltration Ruiz savait qu'un mandat de perquisition donnerait aux gardes le temps de détruire les preuves. Elle décida d'entrer discrètement. À 3h15 du matin, elle et Trevino se faufilèrent par une ouverture, dans la clôture faite plus tôt dans la soirée. Glissant d'ombre en ombre, ils atteignirent un grand hangar au fond de la propriété, à l'intérieur des rangées de tonneaux identiques à celui découvert à la cave San Rafael. Les registres. Sur un bureau poussiéreux, 2 registres en cuir, remplis de notes manuscrites, dates initiales, montants, en pesos et en dollars. Les initiales correspondaient à celles figurant sur la liste trouvée dans le casier de Mendoza. Une mention glace à Ruiz. RMV 0394 neutralisé. RMV Raúl Mendoza Vargas neutralisé. Fuite sous pression. Alors que Ruiz prenait des photos, le bruit d'un moteur, approchant, brisa le silence. Les rondes arrivaient plus tôt que prévu. Elle et Trevino ressortirent par l'arrière, longèrent la clôture jusqu'à l'ouverture et disparurent dans l'obscurité des collines, avec les preuves en main. L'ampleur du complot. De retour à son bureau, Ruiz étala les photos, les copies des registres et la cassette de Mendoza. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un meurtre. C'était un réseau de corruption mêlant hauts fonctionnaires financiers, du cartel et criminels, ayant agi en toute impunité pendant plus d'une décennie. Et maintenant, elle avait leur nom, la fuite d'informations. Moins de 48 heures après l'infiltration du ranch, Patricia Ruiz sentit que quelque chose n'allait pas. 2 membres de son équipe signalèrent avoir été suivis en rentrant chez eux. Puis un journaliste local reçut anonymement une copie de son rapport interne résumant les preuves contre Mario Salinas. Il y avait une taupe dans ses rangs, le sous-chef. Toutes les suspicions pointèrent vers un homme, Ernesto Valdés, sous-chef de la police. C'était lui qui apparaissait dans les photos du casier de Mendoza, serrant la main de Salinas en 1994. Officiellement, Valdés avait été blanchi à l'époque, mais Ruiz savait que cela signifiait simplement qu'on l'avait protégé. L'avertissement. Une nuit en quittant le siège, un véhicule sans plaque s'arrêta à hauteur de sa voiture. La vitre se baissa, c'était Javier El Chino Morales. « Commandante, ils savent que vous êtes allé au ranch. Salinas veut votre peau. Partez cette nuit. » Sans attendre de réponse, Javier démarra en trombe et disparut. La tentative d'assassinat Ruiz ne partit pas. Le lendemain matin, en route pour rencontrer le procureur de l'État, une SUV noire lui coupa la route. Des coups de feu éclatèrent, brisant le pare-brise. Elle se baissa, donna un coup de volant et fonça dans une ruelle étroite, atteignant finalement un poste de police. Les assaillants avaient disparu, mais le message était clair. Elle s'approchait trop de la vérité. Sécuriser les preuves. Convaincu que ses jours étaient comptés, Ruiz fit des copies de toutes les preuves, registres, photos, cassettes. Elle envoya un lot à l'unité fédérale anticorruption à Mexico et un autre à un journaliste de confiance. Si quelque chose m'arrive, publiez tout, chaque nom, chaque date, le mandat d'arrêt. Quelques jours plus tard, l'unité fédérale délivra un mandat d'arrêt contre Mario Salinas pour homicide conspiration et crime organisé. L'opération serait conjointe, agents fédéraux et le petit cercle de loyaux de Ruiz, le plan. Les renseignements indiquaient que Salinas serait au ranch le week-end supervisant un envoi vers la frontière nord. La stratégie coupait l'électricité de la propriété la nuit, pénétrer par 2 côtés, capturer Salinas, vivant
avant qu'il ne détruise les preuves ou ne s'échappe, en examinant les cartes et les points d'entrée. Ruiz savait qu'elle jouait là la dernière carte. C'était le moment pour lequel Raúl Mendoza avait sacrifié sa vie. L'assaut nocturne. À 2h07 du matin, les collines autour du ranch étaient plongées dans un silence tendu. Patricia Ruiz, accroupie derrière un bosquet, attendait le signal radio. Lorsque celui-ci arriva, les générateurs du ranch furent coupés et la propriété bascula dans l'obscurité. Les agents fédéraux pénétrèrent par le portail sud. L'équipe de Ruiz franchit la clôture au nord. On entendit des cris, des pas précipités, puis le cliquetis métallique des menottes. En quelques minutes, Mario Salinas fut extrait de sa chambre, pieds nus, le visage figé entre surprise et colère. Le troisième registre. Dans le bureau de Salinas, les agents découvrirent un panneau mural, dissimulant un compartiment secret. À l'intérieur, un troisième registre plus détaillé que les précédents. Il consignait des paiements des envois et des neutralisations. La dernière page confirma ce que Ruiz craignait. RMV 0394, interrogé à refuser l'accord, confiné au vignoble, disposition finale tonneau. C'était l'aveu froid et administratif du meurtre de Raúl Mendoza Vargas, le face-à-face. Alors qu'on l'escortait menotté, Salinas croisa le regard de Ruiz. 13 ans. Tu pensais qu'on t'avait oublié, lança-t-elle. Salinas garda le silence. Il baissa les yeux, seulement lorsque les chefs d'accusation furent énumérés: homicide, conspiration, crime organisé. Le procès. L'affaire fit la une à Aguascalientes. Pendant des semaines, les journaux titrèrent « Un comptable du cartel impliqué dans l'assassinat d'un détective ». Les témoignages, les photos, les registres et la cassette constituèrent un dossier accablant. Le jury délibéra moins de 4 heures, coupable sur toute la ligne. La sentence prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. L'hommage. Lors de l'audience finale, Teresa Mendoza, la sœur de Raúl, prit la parole. Mon frère croyait en la justice, même si cela devait lui coûter tout. Aujourd'hui, nous l'honorons en veillant à ce que la vérité ne soit plus jamais enterrée. L'héritage. L'affaire entraîna une réforme en profondeur de la police d'État d'Aguascalientes. Des responsables corrompus furent destitués, les enquêtes anticorruption renforcées, et une nouvelle unité fut créée, la division Mendoza. Chaque mois de mars, policiers et proches se réunissent devant une plaque commémorative à la mémoire du détective Raúl Mendoza Vargas, dont le courage a ouvert la voie à la justice, clôture et appel à l'action. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour que le nom de Raúl Mendoza ne soit jamais oublié. Abonnez-vous à No Trace pour d'autres histoires vraies où la vérité refuse de rester cachée. Et rappelez-vous, certains secrets vieillissent dans l'ombre mais ne disparaissent jamais.